d'écouter les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Salmona, cofondateur de Shodo. Donc bonjour Jonathan, ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Et si tu veux, pour démarrer, je vais te proposer que tu te présentes pour ceux de notre audience qui ne te connaîtraient pas encore. Eh bien, ravi d'être là. Salut Chloé. Je m'appelle Jonathan Salmona, tout le monde m'appelle John. Et je suis un des deux cofondateurs de Shodo, qui est une ESN, présente sur Paris, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, mais surtout qui repense le modèle des ESN pour réenchanter le salariat avec un modèle qui est basé sur la transparence, l'équité, la redistribution et la justice sociale. C'est beau, j'adore l'expression réenchanter le salariat. Merci. C'est très beau. Est-ce que tu peux m'en dire peut-être un petit peu plus sur ton parcours finalement avant de créer Shodo? Qu'est-ce que tu avais fait? Écoute, mon parcours est simple. Là, je pense que je suis à la mi-temps de ma vie professionnelle. Ça fait 20 piges que je bosse. J'ai toujours bossé dans ce secteur, donc dans les ESN. J'ai commencé dans des fonctions commerciales, puis j'ai fait de la direction commerciale, puis j'ai fait de la direction tout court. J'ai cofondé une structure en étant salarié cofondateur avant de prendre mon propre envol en 2019 avec Guillaume, à qui je bossais déjà avant. Et en fait, on s'est fondé pour apporter une réponse à l'enjeu principal de notre secteur, qui est le turnover. Puisqu'il y a à peu près 30% de turnover moyen dans le secteur des ESN. Et nous, on a souhaité y apporter une réponse sociale, à travers ce que je t'ai dit tout à l'heure, plus d'équité dans la redistribution et de l'innovation sociale aussi, pour arrêter de donner aux gens l'envie de partir. C'est un beau projet. Alors, on va rentrer justement dans le vif du sujet parce que c'est justement précisément pour ça et pour parler de la transformation de ce secteur que j'avais envie qu'on échange aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu acceptes de nous confier quelque chose que les gens ne savent pas sur toi? Écoute, oui, avec plaisir. Alors, en fait, quand j'ai su qu'il fallait répondre à cette question, je me suis dit, mais je sais pas quoi dire. Et en fait, j'ai envie de partager le fait que je viens d'être papa. Je suis le papa d'une petite Victoire, donc une fille. Et Victoire, pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été un parcours compliqué pour l'avoir. Moi, j'ai refait ma vie avec Frédéric, donc il n'avait pas eu d'enfant. Et en fait, on a mis du temps, ça a été compliqué et on l'a appelé Victoire. Et j'en parle aussi parce que moi, j'ai eu que des garçons avant. Et là, je commence à être vraiment concerné par l'égalité de genre. C'est-à-dire qu'ayant eu que des mecs, je suis conscient, je pense que j'ai été pas mal déconstruit sur l'inclusion, la nécessité surtout dans la tech où on n'est pas du tout exemplaire de faire venir plus de meufs. Mais là, je commence à réaliser, tu vois, que j'ai 3 enfants, j'ai 2 petits gars et j'ai une petite meuf et que a priori, ça sera plus compliqué pour elle, quoi. Pas les mêmes chances pour tout le monde. Bah oui, c'est une bonne prise de conscience. Voilà, exactement. Ok, merci pour ce partage et félicitations. Et effectivement, c'est ce qu'on disait un peu hors antenne. Avoir un enfant en conjuguant aussi le côté gérer la boîte en même temps, ça demande 2-3 aménagements, mais tu as l'air de le faire écoute, je l'ai fait, je pense, plutôt pas mal avec les 2 premiers. Et, non, mais c'est vrai que c'est pas facilitant. Maintenant... on dit souvent aussi qu'être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est galère. Et je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a plein de côtés cool, notamment celui de pouvoir disposer de son agenda comme on le souhaite et de faire ce qu'on doit faire quand on veut le faire. Absolument. Mais tout ça sans jamais déconnecter surtout. Ouais. Ok, donc du coup, tu faisais tout à l'heure un parallèle avec le fait qu'il fallait... Donc, réenchanter le salariat, c'est superbe. Et puis, ce chiffre clé que tu cites, donc de taux de turnover dans le secteur des ESN, il est important. Il est important dans d'autres secteurs, donc je sais qu'il y en a d'autres qui vont se reconnaître aussi. Finalement, au moment où on a commencé à discuter de la possibilité de faire cet enregistrement ensemble, le côté, voilà, comment est-ce que en cofondant Shodo, tu pouvais travailler sur transformer un peu les règles du jeu côté people, c'est apparu comme un sujet important. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de changer ça? Écoute, pour plein de raisons, mais je pense que la première, c'est que, tu vois, la métaphore de mon secteur, c'est que on passe notre temps
à remplir une baignoire qui est percée. Tu as un turnover qui est endémique et en fait, tout le monde tourne la tête parce qu'en fait, les mesures... Tu vois, je parle souvent de radicalité. La radicalité, c'est d'aller prendre des mesures pour traiter les problèmes à la racine. La radicalité, ça consiste aussi à redistribuer davantage, donc gagner moins d'oseille, refaire les choses différemment, tu vois, être plus transparent, plus équitable dans les salaires. Et c'est un changement qui a un coût. Et en fait, nous, on l'a fait parce que moi, en fait, j'étais arrivé à une forme de dissonance, tu vois, cognitive, où je gagnais plein d'oseille, mais je prenais plus tout de plaisir et je commençais à me dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce job, tu vois. Donc, c'était pour moi, tu vois, l'occasion de me réaligner et puis surtout de vraiment répondre à un pain point du secteur. Parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, je pense que les ESN sont décriés. Mais ça reste un métier cool, c'est-à-dire qu'en vrai, quand tu réfléchis à ce qu'on fait, c'est un métier de service, tu vas aider des clients à délivrer du projet, donc tu vas les aider à créer de la valeur, tu es censé aussi aider des consultantes, des consultants à travailler sur des projets de leur choix, tu vois, avancer dans leur carrière. Il y a plein de côtés cool, mais il fallait juste remettre, je pense, un côté vertueux qu'on avait perdu. Et voilà, c'est notre raison d'être et je suis content d'avoir fait. Alors, je suis assez familière avec le secteur, mais j'aimerais juste que tu peut-être prennes le temps de réexpliquer pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu moins et qui se disent peut-être 30%, oh là là, c'est quand même conséquent. C'est quoi les causes majoritairement que tu as identifiées pour un secteur qui bouge autant, aussi vite ? Alors déjà, je commence par te répondre que le turnover zéro, ça n'existe pas et c'est pas souhaitable. Donc en fait, il faut qu'il y ait du turnover. Je connais pas les chiffres, mais a priori, on te recommande d'avoir un minimum de turnover pour créer du sang neuf, etc. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut plutôt aller tacler, c'est le turnover subi. C'est-à-dire toutes les personnes qui finissent par se casser sans avoir aucune raison de le faire quelques temps avant. Une fois que je te dis ça, aujourd'hui, le turn de 30%, c'est quand même problématique parce que tu pars du principe que en 3 ans, tu as renouvelé en totalité, ta structure, ce qui te pose un problème de conduite du changement, de maintien des connaissances, ce qui peut te poser un problème aussi parce que quand tu fais du service, celles et ceux qui vont commencer, initier un projet, seront certainement pas celles et ceux qui vont finir. Et puis, je pense que tu as tout un problème aussi quand tu t'identifies aux causes qui font que les gens partent, puisque c'est quand même ta question. Oui. En fait, nous, en fait, ces specs-là, on les a eus parce qu'on a écouté patiemment pendant des années celles et ceux en fait, qui nous rejoignaient en fait, dans notre ancienne vie. Moi, je venais en appui du recrutement pour closer, parce que c'est l'enjeu à closer, donc pour finaliser les recrutements, les négociations en fait, de propositions de collaboration. Et en fait, on avait, tu vois, les candidates et les candidats nous expliquaient pourquoi, en fait, ils étaient sur le départ et les raisons qui revenaient tout le temps, c'est manque de transparence dans la rémunération, d'équité, problème d'harmonie entre la vie pro et la vie perso, et du coup, depuis, on va dire 2015 à peu près, il y a un essor incroyable d'une nouvelle forme de concurrence qui est la concurrence freelance. Bien sûr. Et au final, voilà, tu vois, les specs, on les a eus, avec renforcés par aussi les offboarding qu'on faisait, parce qu'en fait, nous aussi, on s'est mis à avoir des départs. Et donc, les specs de Chaudot, on les a eus comme ça. Et Chaudot, c'est aussi, tu vois, je te parle de réenchanter le salariat parce que moi, je suis convaincu que tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. Et donc, il y a de la place, il y a un espace pour du salariat autrement, pour entreprendre autrement de manière globale, quoi. Oui, absolument, et absolument d'accord avec toi. Il y a effectivement le monde du travail qui se transforme et en même temps, le format du salariat, s'il est bien pensé, va continuer à convenir à un certain nombre de personnes. Moi, la question que je me pose, c'est quand tu fais ce constat qui est quand même finalement assez large avec pas mal de chantiers abordés, par quoi tu as envie de démarrer tout de suite quand tu fondes Chaudot ? En fait, on a commencé les specs, elles étaient. Alors, notre modèle, il est open source. On l'a rendu open source parce que pour nous, c'est important de pouvoir inspirer d'autres entrepreneuses, d'autres entrepreneurs, pour pas que le modèle en fait soit copié et puis un jour dépassé. Mais en fait, le modèle, on l'avait, c'est-à-dire que on a très rapidement voulu partir sur un modèle redistributif. Tu vois, en fait, donc la spec initiale, c'était d'aller transformer de la marge en rémunération supplémentaire et en temps libre. En temps libre perso, évidemment, donc des congés supplémentaires. Très rapidement, on a voté des accords d'entreprise qui redistribuent des congés supra-légaux. Et
aussi, je pense que un des pain points majeurs du secteur, c'est d'avoir marchandé la sphère perso. C'est-à-dire, en fait, on va demander aux salariés dans le consulting d'aller produire du contenu marque employeur sur le temps perso, en échange de primes, etc. Donc, en fait, on a voulu remettre toute cette production de contenu, tout le temps de formation aussi, parce qu'il est prépondérant, on a voulu le remettre sur le temps de travail, donc à travers ce qu'on appelle du temps libre, enfin du travail non facturable au client. Okay. Donc les specs, elles sont arrivées comme ça. Très rapidement, on a ajouté la transparence salariale au bout de 3 mois. Tu vois, on s'inspirait, on lisait beaucoup ce qui se passait, notamment auprès d'acteurs comme Alan, qui ils ont dû mettre ça en 2018, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc nous on l'a mis en place, tu vois, je pense fin mai 2019, on a mis en place la transparence salariale à travers des grilles de salaire fixe qui ont des progrès, des paliers de progression automatiques d'à peu près 5% en moyenne, qui permet justement de sortir de tous les écueils où les meilleures négociatrices, les meilleurs négociateurs ont toujours les meilleurs avantages, quoi. Alors, je pense que le sujet de la transparence salariale pour les entreprises qui n'ont pas encore commencé à s'y pencher, c'est forcément un sujet extrêmement d'actualité. Qu'est-ce que tu as envie de partager peut-être de ce qui a bien fonctionné quand tu as mis ça en place et peut-être des choses que tu referais un peu autrement? En fait, ce qui fonctionne bien, c'est surtout dans notre secteur, c'est que nous, on est dans un secteur, tu vois, les ESN, où il y a énormément de marge, il y a énormément de création de valeur et tout le monde le sait. Et en fait, la frustration dans notre secteur, elle provient du fait que, tu vois, les gens ne peuvent pas dire qu'ils sont mal payés. Les gens sont toujours très bien payés dans la tech, mais la frustration provient du fait que quand tu es consultant, tu sais à peu près combien tu factures en termes de chiffre d'affaires, tu sais à peu près quelle est la marge brute que tu rapportes, et tu es capable d'identifier que fondamentalement, quand tu prends ton augmentation de salaire chargée, donc 3 000 ou 4 000 euros, c'est beaucoup, mais 4 000 euros chargés, c'est 6 000 euros, 6 000 euros brut chargés. En fait, tu te rends bien compte que... un déséquilibre. La redistribution, elle est pas méga équitable. Donc, en fait, c'est ça que nous, on est venu répondre. Justement, on est venu rendre, en fait, si tu veux, la redistribution, on l'a rendue structurelle. On la rend structurelle et on la rend normale. Donc, en fait, tu vois, ça soulageait vraiment le dialogue social. Et en fait, quand tu regardes souvent les personnes qui sont défavorisées par ces systèmes-là, c'est souvent les meufs, souvent les juniors. Et c'est pour ça que tu as très peu de meufs aussi dans la tech. C'est parce qu'il fallait rendre en fait notre gouvernance inclusive et ça contribue à le faire. Et alors du coup, j'imagine que même si le projet et la conviction est belle, tout n'est pas non plus hyper simple quand tu te lances dans ce type de changement. Qu'est-ce qui a pu être plus challenging ? J'ai du mal à te répondre parce que on a fait les choses de manière radicale et très tôt. Et du coup, quand tu fais les choses tôt, moi je pense que ce qui est compliqué, c'est quand tu te mets à opérer un changement de culture en cours de route, parce que là, effectivement, t'es pris entre le marteau et l'enclume, t'as pas envie de perdre du temps, des gens, t'as pas envie de te confronter à davantage de turnover. Mais écoute, tu vois, tu me demandais tout à l'heure si ça avait été compliqué de mettre en place la transparence salariale. On a eu très peur quand on l'a mise en place. Parce qu'on était dans un secteur où, tu vois, les gens sont quand même habitués à aller réclamer une augmentation, etc. Mais on a été très clair dans les valeurs. Et une de nos valeurs, un de nos piliers, c'est de dire on donne tout ce qu'on peut tout de suite. Donc, donner tout ce qu'on peut tout de suite, c'est aussi être capable de dire qu'à un moment, tu ne peux pas le donner et tu l'expliques pourquoi. Et donc, une des difficultés aujourd'hui qu'on n'a pas en interne, mais qu'on a en externe, on l'a pas non plus en externe, mais ça fait partie, je pense, des contradictions, des questions ou des arguments que peuvent avoir mes contradicteurs. Tu vois, nous, on a fait le choix d'avoir une grille de salaire fixe, donc qui progresse jusqu'à un plafond, donc 70 000 euros en province et 70 000 euros à Paris, 56 en province, on enlève 20%. L'argument qu'on a, c'est pas juste de payer quelqu'un qui est très très bon autant que quelqu'un qui est moins bon. Et mon retour, ma réponse, elle est double. La première, c'est que le premier argument, c'est de dire que là, on parle que de rémunération fixe. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la rémunération chez nous, elle est complétée par une redistribution supplémentaire. Puisque en fait, la performance, du coup ? Non, alors la performance économique, pas la performance individuelle. En fait, pour faire simple,
on prélève un forfait annuel de 25 000 euros par mission. Et toute la marge excédentaire, on la redistribue par défaut, un tiers en bonus, un tiers en congé, un tiers en temps libre professionnel. Donc ça veut dire que en fait, fondamentalement, quand tu captes ton salaire fixe, tu as quand même de la redistribution. Et donc, quelqu'un qui va expliquer que il devrait te payer plus qu'un autre parce qu'il est meilleur, on va déporter, tu vois, toute la considération méritocratique par juste de la performance économique. Écoute, en fait, plus tu vas te facturer cher et plus tu pourras gagner ta vie. Ce qui est quelque chose de beaucoup plus simple parce que en fait meilleur que c'est très compliqué à définir, tu vois, parce que c'est très subjectif. En revanche, on sait tous que 800 € jour c'est plus que 750 et c'est plus que 700. Et donc ça reste quelque chose de très objectif, de très mesurable. Et la seule chose que nous on fait en interne, c'est d'expliquer quels sont les codes professionnels qui permettent de se facturer plus, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut donner des moyens pour le faire. Voilà, ça c'est le premier argument. Le second, en fait, c'est de dire que chaque grille, par essence, est injuste. Une grille, c'est injuste. C'est comme ça, il y a toujours des injustices. Et je pense que ce qu'il faut quand tu mets en place une grille dans ta boîte, c'est d'être très à l'aise avec les imperfections de ta propre grille. Et ça veut dire que tu te laisses de la souplesse au cas par cas pour les résoudre ou au contraire que non, c'est ça veut dire voilà. qu'on choisit nos imperfections, on les aime et que je pense que la culture d'une boîte, c'est d'être capable, tu vois, la transparence, c'est aussi ça, c'est aussi d'être capable de dire, c'est de ne plus mettre la poussière sous le tapis. Et en fait, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème pour recruter, on a peu de problèmes de turnover. Donc, c'est qu'a priori, il y a plus de personnes qui sont satisfaits de notre manière de faire que de personnes qui ne le sont pas. Et en fait, on n'est pas là pour recruter tout le monde. Donc, les personnes qui ne se reconnaissent pas dans notre culture, en fait, ils ne viennent pas et c'est OK. Par contre, ce qui est important, je pense, quand je parle de tous ces sujets-là, c'est de faire réfléchir aussi tu vois, l'audience sur le fait que tu as quand même, a priori, beaucoup plus d'avantages de mettre en place la transparence des salaires que d'inconvénients. Et la redistribution, tu dis que ça se passe en 3 tiers. Juste pour être bien clair, si dans le tiers que tu accordes sur des congés supplémentaires, les personnes ont le temps de poser ces congés vraiment, ils peuvent les transformer. Ouais, alors déjà, ça c'est l'aspect de base, mais en plus, mais derrière, en fait, on va l'adapter aux besoins de chacun. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un, en fait, le but, si tu veux, c'est en fait, on va donner un périmètre qui est le périmètre légal, mais dans lequel après, on va donner de la liberté. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes chez Shodo qui vont avoir besoin de maximiser leurs revenus pour X, Y ou Z raison, en fait, on s'en fout. Donc, en fait, on va leur donner la possibilité de convertir la marge en revenu, c'est-à-dire en gros du coup d'aller travailler, en fait ça revient à aller travailler les jours de congés supplémentaires qu'on te donne, donc en fait tu vas aller travailler, tu vas aller garder le chiffre d'affaires et la marge. La seule chose qu'on va demander, c'est de poser 5 semaines de congés payés par an, parce qu'en fait on est aussi là pour protéger les gens du burn-out. Okay, à contrario, on est aussi là pour permettre un modèle de redistribution dans lequel les gens vont pouvoir travailler moins, du coup a priori travailler mieux, sans gagner moins d'argent. Donc en fait, le travailler plus pour gagner plus, il est validé dans la mesure où tu poses suffisamment de congés pour pas claquer en route. Mais en fait, on t'enferme pas dans cette logique qui est très libérale. On te donne aussi la possibilité de te reposer quand on a besoin, sans perdre de revenus. Et tu as une idée pour qu'on puisse un peu se projeter en moyenne, combien de... Enfin, pour les personnes qui respectent bien les 3 tiers dont tu parles, etc., en moyenne, combien de jours de congés supplémentaires tu peux acquérir ou quel revenu en plus tu peux obtenir? Alors, on avait la moyenne en 2023 sur Paris, puisque du coup, après, c'est pas les mêmes... c'est le même modèle, mais on applique une décote de 20% en province. Mais sur les structures parisiennes en 2023, la rémunération brute moyenne, je pense, était de l'ordre de 72 000 €. Avec 49 jours et demi de CP et 12 jours de communauté. Les jours de communauté, c'est les jours de travail non facturables que tu passes avec tes collègues pour te former, coder, juste refaire toute la production de contenu dont je te parlais, mais sur le temps de travail et plus sur la sphère personnelle. Ok, j'imagine effectivement que probablement que pour ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus du sujet, il y en a qui doivent se poser la question de est-ce que ça te permet, est-ce que ce modèle qui a quand même un peu changé la donne pour le coup côté plutôt employeur, ça te permet de rester compétitif? Alors, ça dépend de tes OKR. Du coup, je vais te donner les miens. Turnover, en gros, je t'ai dit que c'était 30% en moyenne dans le secteur. Je pense que là, on est en train de connaître notre 7e départ à l'échelle du groupe
Là, on attaque notre 6e année sur 5-6 filiales. Donc, tu vois, pendant très longtemps, on a eu un turnover qui était quasiment nul. Là, on entame notre 6e année. On commence à avoir plus de départs. Mais tu vois, comme je te le disais, c'est pas d'avoir de départ, c'est pas souhaitable. Par contre, je pense qu'on est sur on est bien inférieur à 5%, tu vois, en termes de turnover. Ça, c'est la première des choses. Le second critère que je te partage, c'est que en rythme de croisière, on recrute sans recruteur, sans approche directe et sans cab. Donc, sur ça veut dire que poste. Sur aucun poste. Ça veut dire que en fait, l'attractivité de la marque employeur n'a plus rien à voir, sachant que moi, dans les 15 premières années de ma carrière, quand j'étais sur les postes de direction, j'avais 5 recruteurs, 5-6 postes sales, du monde à la com. En fait, on avait un staff et des moyens qui étaient investis dans la marque employeur et dans le recrutement qui n'ont juste rien à voir. Tu vois. Donc là, en fait, on va faire un peu d'approche directe les premières années quand on lance des filiales, mais à partir du moment où on arrive entre 5 et 10 salariés, ça roule, ça se nourrit. Donc ça, c'est la première des choses. Pour répondre aux critères financiers, on gagne moins d'argent qu'avec les modèles traditionnels, mais en fait, c'est normal, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve de l'efficacité opérationnelle, c'est parce qu'en fait, on va redistribuer de la marge en revenus et en temps libre. En fait, on redistribue. Donc, tu peux pas te retrouver avec un EBIT de déglingo. Enfin, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, comme on dit, il faut choisir. Absolument. Non, mais c'est le mais modèle, on gagne notre vie, tu vois. Enfin, je veux dire, tu regardes nos comptes, on est rentable chaque année. Ouais, c'est assez impressionnant. Et puis, effectivement, ce que tu dis sur l'attractivité, de pouvoir recruter comme ça, c'est pour donner quand même un peu de perspective aux personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore bien Shodo. Est-ce que tu peux nous repréciser combien de filiales, c'est quoi la taille à peu près, le chiffre d'affaires, juste pour qu'on... Écoute, on est à peu près 140 têtes aujourd'hui entre les salariés qui vont tous tôt ou tard être salariés associés, puisqu'on est en train de finaliser toutes les ouvertures de capital là, dans toutes les filiales, et les mandataires sociaux. Et après, dans la logique, on a ouvert une première société qui s'appelle Shodo, donc qui est devenue la maison mère, puisqu'on a ouvert ensuite des filiales, donc Shodo Nantes, Shodo Lyon, Shodo Lille, Shodo Rennes, et sur Paris, on a aussi ouvert des verticaux, donc des filiales, mais sur des offres complémentaires. Donc Shodo Studio, qui propose un accompagnement avec des feature teams, enfin avec des équipes. Shodops, qui est Shodo spécialisé sur le monde de l'ops, donc de l'infra et du cloud. Voilà, donc en fait, j'ai pas compté les filiales, mais et puis on a aussi Shodo La Réunion avec des salariés qui sont partis vivre à La Réunion. Et qui propose dans le cadre de Shodo Studio la possibilité d'avoir une collaboration offshore, mais avec des profils experts, tu vois, super bien formés, que tu vois, on peut facturer aux alentours de 500 €, mais avec du coup la redistribution qui va bien, etc. derrière. Ok, bon, ça m'ouvre plein de questions, mais alors une quand même, parce qu'effectivement, quand on parle un peu de réenchanter l'expérience salariée, on parle souvent de l'expérience justement du remote, etc. Toi, aujourd'hui, comment ça se passe? Les personnes sont en full remote, c'est un choix, ils viennent au bureau? Alors nous, on fait du service, c'est-à-dire que tu vois, on est des équipes distribuées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois chez nous des profils staff, et puis il y a des profils consultantes qui sont plutôt en clientèle, mais qui travaillent aussi effectivement en remote. Donc en fait, aujourd'hui, la culture de remote, elle dépend de nos clients. Par contre, la culture de Shodo par rapport au remote, elle est, on est super favorable. En fait, on a équipé, tout le monde s'équipe chez nous, tu vois, aux frais de la boîte, en termes de setup, tu vois, que ce soit machine, meubles, chaises ergonomiques, écran, etc. On a équipé tout le monde, parce que de la même manière que tu équipes tes salariés au bureau, tu dois les équiper chez toi. Et puis par contre, nous au staff sur Paris, on a un usage qui est différent. On est aujourd'hui, tu vois, en 2024, on a un mode de collaboration où on est quasiment, on est presque en full remote. On se voit juste tous les jeudis, parce qu'en fait, des moments, il faut passer du temps ensemble, etc. Mais sinon, on bosse tous de chez nous. Ok, et puis tu mentionnais tout à l'heure l'ouverture du capital aux salariés. Oui. C'est un autre gros sujet. Comment quels ont été vos principes dans la façon de faire ça? Comment est-ce que tu as décidé de... Écoute, historiquement, tu vois, ça fait partie des mesures qu'on n'a pas faites tout de suite. On l'a fait au bout d'1 an et demi. Tu vois, en fait, on l'a fait parce qu'en fait, un jour, on a fait un déj avec un gars qui nous a dit c'est canon, Shodo, mais vous n'avez pas
vous n'avez pas répondu à une vraie égalité dans le salariat, c'est que la valorisation de la boîte, elle va profiter qu'à des Happy Few, aux cofondateurs, etc. Vous n'avez pas partagé la valeur. Et putain, c'est sur le moment et tout, on est vexé et tout. Putain, mais il est ouf lui et tout. Et en fait, quelque part, t'es vexé parce qu'en fait, il a mis le doigt là où ça fait mal. Et tu vois, ça nous a fait réfléchir et donc on s'est dit, bah ouais, en fait, c'est vrai, la valo, il y a que nous qui allons en profiter. Et quelque part, c'est pas juste. Donc, on a entamé des démarches auprès de notre conseil pour ouvrir le capital. Donc, dans un premier temps de la maison mère, ce qu'on a fait, aujourd'hui, tous les salariés de la maison mère sont au capital. On a ouvert plus de 34% du capital de la maison mère. Et ensuite, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait faire dans les filiales, sachant que la maison mère est la personne morale présidente de chaque filiale. Donc, en fait, on s'est retrouvé quand même dans un montage qui n'était pas simple. Ouais. Et bon, bref, là, juste pour aller à l'essentiel, on est en train de finaliser la création d'une manco dans laquelle qui aura 19% de toutes les filiales et dans laquelle tous les salariés en province vont monter. Donc, avec des voilà. critères quand même, c'est vraiment... Non, il n'y a pas de critères. Vraiment, l'idée, c'est de te dire qu'à partir du moment où... Enfin, tu sais, quand tu veux repenser les codes du salariat, tu pars du principe que la redistribution de la valeur, elle doit être automatique et que accéder au capital, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être discrétionnaire. En fait, on l'a rendu, nous, automatique. Alors, dans les faits, tu rentres au capital après 1 an d'ancienneté dans la boîte, mais à partir du moment où tu as 1 an d'ancienneté dans la boîte, il n'y a rien qui doit t'empêcher de pouvoir accéder au capital. Ok. Bah, ça fait effectivement pas mal de choses différentes. Ouais. Quel conseil tu donnerais, enfin, encore une fois, on en a eu d'ailleurs dans les précédents invités, des dirigeants ou des DRH dans des secteurs où il y a quand même pas mal de choses à faire, pour le dire gentiment. Ouais. Dans ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur recommander? Tu vois, si tu te revois il y a quelques années au moment de l'ouverture de Shodo, quel conseil tu pourrais donner? Pour repenser ta culture? Ouais. Du coup, le premier, c'est de pas tarder. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu mets de temps à repenser ta culture, et plus, pour moi, le coût du changement, il est coûteux. Je donne souvent cette métaphore, c'est quand tu es en train de construire un immeuble et que tu es au 20e étage, c'est une bonne idée d'avoir construit le rez-de-chaussée en premier, tu vois. C'est plutôt que de te dire attends, faut que je repasse sur mes fondations. Tu vois. Le deuxième conseil, je pense que c'est important d'écouter ta communauté. En fait, je pense que toutes les entreprises visent finalement à répondre à un besoin d'une communauté. Nous, en l'occurrence, la communauté de dev, ce que je te disais tout à l'heure, la jeunesse du modèle Shodo, on l'a faite après avoir écouté pendant 2-3 ans, tu vois, la doléance des candidats qui voulaient nous rejoindre et des salariés qui nous quittaient. Donc, écouter ta communauté, c'est vachement important, tu vois, pour savoir viser juste, si tu veux. Et le dernier conseil, je pense que c'est d'être ouvert au feedback. C'est très désagréable. Enfin, tu vois, je te prenais l'exemple tout à l'heure, la Dudèche que j'ai fait. C'est désagréable d'avoir des feedbacks négatifs, en vrai, parce qu'on aime tous être flattés, etc. Et tu vois, moi, j'échappe à la règle. Donc, voilà, mais je pense que être ouvert au feedback et avoir une culture d'entreprise qui permet de manière safe d'avoir des remontées de feedback, c'est un atout. Parce que, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, un ou une salariée qui remonte un feedback pas cool, c'est très souvent quelqu'un qui aime sa boîte. Absolument. Enfin, et puis en fait, comme tout au feedback constructif, c'est quand même quelque part une prise de risque et l'investissement pour que ça aille. Ouais, parce que c'est pas du tout, si tu veux, dans ton cerveau reptilien, quand tu vas aller voir ton boss pour te plaindre, normalement, le cerveau reptilien, il va chercher à te préserver. Donc, tu vas plutôt arriver en disant, en allant flatter, quoi. Tu vois, en disant, qu'est-ce que c'est incroyable et tout, tu vois. Donc, quand tu viens dire, en fait, je suis triste ou je suis déçu parce que pour X, Y ou Z raison, très souvent, dans les X, Y ou Z raisons, tu as du grain à moudre quand tu es dirigeant. Alors évidemment, la question que je me pose, tu vas me dire que je suis pénible, mais c'est pas grave, j'assume. Vas-y, je t'en prie. Quand je vois tout ce que tu as mis en place et que je t'entends parler de la culture du feedback et du fait d'être ouvert en permanence, je me dis, qu'est-ce que peuvent bien te demander aujourd'hui tes salariés dans un secteur comme celui-ci où déjà ce que tu as mis en place, ça sort un petit peu des clous. Qu'est-ce qui te remonte aujourd'hui et quelles sont peut-être tes idées pour la suite? En fait, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut comprendre que tu vois, la réalité de 2024, ça sera peut-être pas celle de 2035. Tu vois, là, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de réflexions autour de la redistribution du temps de travail, le fait de travailler mieux. Tu vois, on parle beaucoup de semaines de 4 jours, etc. Et moi, j'ai 44 piges quand j'ai commencé à bosser.
on n'avait pas du tout ces discussions-là dans le monde du travail. Tu vois, donc tout ça pour te dire que la vérité du moment n'est pas celle de demain. Donc tu peux jamais considérer que tu as plié le game ou que tu as fini en fait. Ton modèle, un modèle c'est quelque chose de vivant, c'est une dynamique. Donc il faut être ouvert au changement. Ensuite, tu vois, je te disais tout à l'heure qu'il fallait être ouvert au feedback. Notre stratégie de scale, elle a été peaufinée parce qu'on a eu des feedbacks salariés, parce que sinon on allait faire une dinguerie. Shodo Studio, avant de s'appeler Shodo Studio, aurait dû s'appeler Shodo Paris. Parce qu'en fait, on a créé une filiale, on avait déjà Shodo, on avait créé Shodo Nantes, et tu vois, on se dit, vas-y, on va l'appeler Shodo Paris, mais tu sais, par pure paresse intellectuelle. Et en fait, les feedbacks internes, c'était de dire, mais en fait, on comprend pas pourquoi est-ce que vous créez un Shodo Paris, pourquoi est-ce que vous créez une deuxième boîte qui va phagocyter la première, quel est l'intérêt, pourquoi est-ce que... On a eu tellement de pourquoi qu'on s'est dit, en fait, c'est pas clair. Et là où il n'y a pas de clarté, c'est qu'il y a un loup, et du coup, ça nous a permis de repenser notre stratégie de scale et de se dire que maintenant à Paris, on va ouvrir que des entreprises sur des verticaux complémentaires. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, très bien. Donc, c'est maintenir ça et ça connecte très bien avec l'un des sujets dont on a parlé dernièrement qui était comment est-ce qu'en tant que dirigeant, mais même manager à tout niveau de l'organisation, tu crées un climat de sécurité psychologique justement pour offrir en temps réel cette possibilité aux gens de te challenger. En fait, je pense que c'est important. Ok, donc je pense qu'on a vu pas mal de choses dans un ordre très différent de celui que j'avais prévu pour te dire. Désolé. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, tu vois, autre chose qui te paraît important à partager par rapport à cette problématique? Non, j'en vois pas. Après, non, je voulais te remercier pour l'invitation. Moi, je trouve que, tu vois, une des raisons qui fait que je prends la parole, c'est parce que je pense que c'est pendant très longtemps. Tu vois, quand nous on a lancé Shodo, on n'a pas arrêté d'entendre ouais mais ça marchera jamais, c'est pas possible. Ah si c'était possible, on l'aurait déjà fait depuis longtemps, etc. Et en fait, moi je prends la parole pour essayer d'apporter des preuves. Enfin non, j'essaye pas en fait, j'apporte des preuves par l'exemple que en fait une autre voie est possible. Tu vois, une des questions que tu m'as posées, je pense que c'est pas un hasard, c'est est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas fragile, etc. Je sais pas quelle réponse je t'ai faite, je m'en souviens plus, mais j'aurais pu te dire aussi qu'en fait on a traversé 2020, on a traversé le Covid. Et en fait on a traversé le Covid sans mettre qui que ce soit au chômage partiel, sans licencier qui que ce soit. Et tu vois, on a fait appel aux aides de l'État de manière minime. Tu vois, en fait, on a juste pris des prêts à taux zéro. Mais donc le modèle, en fait, il est résilient et il est tellement résilient que ça fait 5 ans qu'on voit des ESN qui se fondent en reprenant notre modèle, tu vois. Okay. Donc, je pense que voilà, c'est pour ça que je te remercie, parce qu'à chaque fois que je peux prendre la parole, c'est une occasion, tu vois, de peut-être être entendu par une future entrepreneuse, un futur entrepreneur, et c'est cool. Ouais, merci à toi, parce qu'effectivement, c'est vraiment une conversation qu'on a souvent de personnes qui disent « Ah, ça a l'air inspirant, mais nous, on peut pas, nous, on a des contraintes, nous, on sera pas rentable, etc. » Ou ce que tu donnes à un instant T à tes salariés, parce que tu penses que c'est une bonne idée, tu pourras jamais trop revenir en arrière. Donc, comment être sûr que ça fonctionne? Et en fait, ça fait aussi du bien d'avoir un témoignage qui va dans cette direction-là. Merci bien. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!